Merci aux organisateurs de cette très belle manifestation à laquelle il m'a été demandé de contribuer sur l'intensité de l'obligation de vigilance dans le secteur des opérateurs numériques. Alors, je ne m'aventurerai pas à définir ce qu'est le secteur des opérateurs numériques. Je vais prendre le terme dans une acception volontairement et sciemment assumée, indéterminée, mais vous allez voir bien sûr avec une concrétisation de ce que peuvent être ici les acteurs numériques au regard de l'obligation de vigilance. Le régime applicable aux opérateurs numériques n'a pas été pensé à l'origine en termes de vigilance, et a fortiori en termes d'obligation de vigilance. Bien au contraire, la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, qui est le texte fondateur, a fait le choix d'exempter les fournisseurs de services intermédiaires de responsabilité pour le fait d'hébergement de contenus illicites. Ce choix était justifié à l'époque par la considération du rôle purement technique, passif des opérateurs numériques, mais il exprimait aussi une volonté de politique juridique de ne pas handicaper ces acteurs de l'économie numérique au premier stade de croissance du commerce électronique. Un régime ad hoc de responsabilité atténuée des hébergeurs réservait alors celle-ci au seul cas d'inaction à retirer des contenus illicites lorsqu'ils en avaient connaissance, c'est-à-dire concrètement lorsque leur illicéité leur était signalée. Une obligation de diligence leur incombait alors, mais uniquement à partir d'un signalement précis. Et même si certains opérateurs numériques ont par la suite volontairement pratiqué une modération en ligne, la directive interdisait expressément aux États membres d'imposer aux prestataires d'hébergement, je cite, une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, article 15 de la directive. Cette dispense, qui a été étendue par la Cour de justice de l'Union européenne aux services de référencement, puis aux plateformes de partage de vidéos, est apparue progressivement comme une espèce de privilège décorrélé des capacités techniques des plateformes et puis surtout de l'objectif devenu prud'homal, voilà un but monumental, de lutter contre les contenus illicites en ligne, en particulier lorsqu'ils atteignent les droits humains. De fait, les opérateurs numériques ne sont plus, 23 ans après la directive, les acteurs émergents du commerce électronique qu'il s'agissait à l'époque de ménager. La volonté est désormais qu'ils se comportent en acteurs responsables, en capacité de traiter les maux qu'ils génèrent. Le législateur européen a en conséquence renforcé leurs obligations et institué des obligations de vigilance. Mais il ne s'est intéressé dans un premier temps qu'à certains types de contenus illicites. La directive du 17 avril 2019 concerne, j'y reviendrai très rapidement, je vous rassure, les contenus téléversés sur les plateformes de partage de contenus en ligne lorsqu'ils portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Le règlement du 29 avril 2021 se focalise sur la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste. Je relève au passage que c'est le seul texte à faire expressément état, à son article 1er, d'un devoir de vigilance. Le règlement provisoire du 14 juillet 2021 se consacre à la lutte contre la pédopornographie sur Internet. Adopté dans un deuxième temps, le 19 octobre 2022, le règlement relatif au marché unique des services numériques, plus connu sous les termes de Digital Services Act ou DSA, s'est donné au contraire une portée générale et cible tous les contenus illicites largement définis, ce qui comprend aussi bien les discours haineux que la vente de produits contrefaits. Il y a là des buts monumentaux à nouveau en perspective s'agissant de la protection des droits humains. Le DSA, le Digital Services Act, n'a pas pour autant revu à la hausse la responsabilité des opérateurs numériques. La méthode employée est dans l'esprit de la compliance, on est vraiment dedans, de les responsabiliser en les soumettant à des obligations de diligence dont il est attendu qu'elles concourent à la lutte contre les contenus illicites. Et dans cette optique, les plateformes ont le rôle principal. C'est à elles qu'il incombe, dans le cadre juridique auquel elles doivent se conformer, de concevoir et d'activer des dispositifs
afin de procéder au traitement des contenus illicites et d'œuvrer à la résorption de certains risques systémiques liés à leur fonctionnement. Ce traitement, qui les dispense légalement d'une obligation de vigilance étendue, est lié toutefois à leur qualité d'hébergeurs qui repose elle-même, je l'ai dit, j'y reviendrai, sur leur rôle technique passif. Pour peu qu'il soit établi qu'un opérateur numérique a en réalité un rôle actif, de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle de contenus diffusés et, sur la base d'une obligation de vigilance alors revigorée, la responsabilité de droit commun est restaurée. Par ailleurs, le régime général établi par le DSA laisse subsister les régimes spéciaux qui, en fonction de la nature ou de l'importance du risque auquel expose le fonctionnement des opérateurs numériques, intensifient l'obligation de vigilance qui leur incombe. Il n'y a donc pas une, mais des obligations de vigilance dans le secteur des opérations numériques, ce qui donne aux règles en la matière des allures de patchwork. Avoir dans la vigilance la pointe avancée de l'obligation de compliance, cette pointe peut être plus ou moins aiguisée au gré des modulations dont fait l'objet l'obligation de vigilance. Cette obligation peut être atténuée ou renforcée lorsqu'elle se présente comme une obligation générale des opérateurs numériques. Elle est d'une intensité plus nette lorsqu'elle est portée par un régime spécial qui en affine l'exercice. L'obligation générale de vigilance des opérateurs numériques. L'intensité de l'obligation de vigilance dépend ici du rôle présumé actif de l'opérateur numérique ou de son rôle présumé passif, pardonnez-moi, ou inversement de son rôle actif dont la preuve doit alors être rapportée. Elle est, dans le premier cas, une obligation de vigilance atténuée, conformément aux prévisions du Digital Services Act. Elle fait figure, à l'inverse, dans le second cas, d'une obligation renforcée. Obligation de diligence atténuée. Le DSA, je l'ai dit, a reconduit les règles de la directive du 8 juin 2000 qui dispensait les opérateurs économiques et numériques ayant la qualité d'hébergeur d'une obligation de surveillance générale. Il est dit, je devrais dire, il est redit dans le règlement que ces opérateurs n'ont pas d'obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou qu'ils stockent, ni de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Comme sous l'empire du droit antérieur, elles ne sont contraintes d'agir qu'en présence de contenus signalés comme illicites. La lutte contre les contenus illicites, autrement dit, est une exigence légale qui n'a de force obligatoire que sur l'intervention d'un tiers. Cela n'exclut cependant pas que les plateformes mettent en œuvre, à leur initiative, des techniques de détection et de modération des contenus en ligne. Mais le DSA ayant fait le choix de responsabiliser les plateformes sans toucher à leur responsabilité, il pose en règle de manière parfaitement cohérente, et consacre d'ailleurs en cela la jurisprudence de la Cour de justice, que les opérateurs ne sont pas rendus inéligibles aux exemptions de responsabilité du seul fait qu'ils procèdent de leur propre initiative à des enquêtes volontaires ou qu'ils mettent en œuvre des techniques destinées à détecter, repérer et supprimer des contenus illicites ou à en interdire l'accès. La vigilance, lorsqu'elle est volontaire, ne peut donc avoir pour effet d'aggraver le régime juridique applicable aux opérateurs numériques. Cette position du droit est, je l'ai également souligné, justifiée historiquement par la considération du rôle technique passif des hébergeurs. Cette considération n'a pourtant plus vraiment de sens lorsque la plateforme pratique d'elle-même une modération des contenus, qui en pratique est loin d'être rare, et s'investit ainsi d'une mission de vigilance. Il y a en réalité, à bien y regarder, une autre raison de ne pas imposer aux opérateurs numériques une obligation de vigilance étendue qui les contraindrait à organiser une surveillance des contenus qu'ils hébergent, voire à rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Le risque peut être ici celui d'une surveillance intempestive
pouvant conduire au retrait de contenus apparemment illicites au mépris de la liberté d'information et plus généralement de la liberté d'expression. Rappelons-nous de la loi Avia du 24 juin 2000 visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet, qui a été en grande partie vidée de sa substance par le Conseil constitutionnel, qui a estimé que les obligations de vigilance, alors plus que renforcées, qui avaient été mises à la charge des opérateurs numériques, portaient atteinte à la liberté d'expression. Plutôt dès lors que de prescrire une obligation de vigilance étendue qui devrait s'exécuter à froid, le législateur a préféré de les contraindre d'agir à chaud qu'en présence de contenus signalés comme illicites. Cette action n'en doit pas moins s'appuyer sur des mesures préalables que les plateformes ont l'obligation de mettre en œuvre, de mettre en place, ces obligations faisant alors ressortir l'existence précisément d'une obligation de vigilance, fût-elle atténuée. Effectivement, si les opérateurs numériques ont le choix des procédures et des outils employés pour modérer les contenus en ligne, ils doivent être en mesure d'y procéder, ce qui ressort de l'obligation qui leur est faite de décrire dans leurs conditions générales les procédures, mesures et outils utilisés à cette fin. On parlait de contractualisation, en voilà peut-être un épiphénomène. L'activité de modération pour détecter, retirer, le cas échéant, des contenus illicites est donc autonormée par les plateformes, mais c'est sur la base de l'obligation qu'elles ont de s'équiper d'un dispositif approprié afin de pouvoir intervenir promptement pour retirer un contenu illicite ou rendre l'accès à celui-ci impossible quand il fait l'objet d'un signalement. Elles doivent, de ce point de vue, être en mesure d'agir sur l'injonction d'autorité administrative ou judiciaire, ou en cas de notification précise qui leur est adressée par des tiers. Les tiers peuvent être des personnes qui sont directement intéressées par le retrait d'un contenu illicite, peuvent être également, c'est une institution très originale, ce que le DSA appelle les signaleurs de confiance. C'est une nouvelle variété de tiers de confiance dans l'immense galaxie numérique, qui sont des entités, des organisations dotées d'un statut particulier en raison de leur expertise, de leurs compétences. Et le profit de leur intervention est que les notifications auxquelles ils procèdent doivent être traitées en priorité et donner lieu à des décisions dans les meilleurs délais. Une obligation de vigilance, même atténuée, ressort donc bien du cadre légal dans lequel il est exigé des plateformes qu'elles se mettent en capacité de modérer les contenus hébergés pour répondre à un signalement quand ce n'est pas de leur propre initiative. Il compte à cet égard d'ailleurs que les coordinateurs nationaux pour les services numériques, autre terme utilisé par le DSA, en France c'est l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ces autorités, ces coordinateurs ont un pouvoir d'action et de sanction sous forme d'astreinte ou d'amende en cas de non-respect du règlement. C'est intéressant ici parce que la responsabilité des opérateurs numériques, on le voit, elle demeure extrêmement réduite, limitée au seul cas d'une inaction à la suite d'une notification qui satisferait aux exigences légales. Mais quelques années après l'application du RGPD, eh bien, on peut tout aujourd'hui largement convaincu, et je le suis, de la puissance décuplée des sanctions financières, spécialement vis-à-vis des très grandes plateformes qui sont somme toute assez peu affectés par des condamnations à des dommages et intérêts. Autrement dit, il y a ici un effet prophylactique du pouvoir de sanction qui peut certainement contribuer à responsabiliser les plateformes dont il est attendu une certaine vigilance. Alors, il y a là tout de même un régime de faveur en termes de responsabilité, mais qui est, je le rappelle, conditionné au rôle passif des opérateurs numériques et qui cesse devant la preuve d'un rôle actif. C'est alors une obligation de vigilance renforcée qui prend le relais. Les règles changent alors, ou plus exactement le régime consacré par le législateur européen ne s'applique plus lorsque est établi, je viens de l'indiquer, le rôle actif de l'opérateur numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des informations diffusées. Ce rôle déclenche alors une obligation de vigilance renforcée qui, sans aller jusqu'à une obligation générale de rechercher les faits ou circonstances révélant des activités illicites, commande de s'assurer du caractère licite des contenus publiés. Alors, qu'est-ce qu'un rôle actif ?
Ni la Cour de justice de l'Union européenne, ni la Cour de cassation n'ont formulé à ce sujet de ligne directrice, se contentant d'un éclairage sur ce qui peut le caractériser. La jurisprudence s'est, au demeurant, signalée pendant très longtemps en la matière par son extrême pauvreté. La Cour de justice, fidèle en cela aux orientations de la directive de juin 2000, n'a retenu le rôle actif qu'à une seule reprise à propos de la plateforme eBay, inférant plutôt le rôle actif de ce que la plateforme prête une assistance aux utilisateurs, consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente ou à promouvoir celle-ci. C'était en 2011. Et la Cour de cassation avait à l'époque suivi dans des affaires également eBay en 2012. Peu après, elle avait en revanche écarté le rôle actif d'un moteur de recherche qui offrait un service de référencement, considérant que l'intervention, ou du moins l'utilisation de mots-clés renvoyant à des pages de résultats affichés par un moteur de recherche était insuffisant pour caractériser un rôle actif. C'était en 2015. Pourquoi je situe dans le temps ces décisions? Parce que la jurisprudence récente semble marquer, je dis semble, je suis prudent, un durcissement dans l'application du statut d'hébergeur, synonyme, on l'a vu, d'obligation de vigilance atténuée, ou, ce qui revient au même, une certaine souplesse dans la reconnaissance du rôle actif, permettant de renforcer l'obligation de vigilance et, corrélativement, de restaurer la responsabilité de droit commun. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a en particulier retenu l'année dernière, le 1er juin 2022, le rôle actif d'une plateforme de mise en relation de revendeurs et d'acheteurs potentiels de billets donnant accès à des événements sportifs ou culturels, considérant que ce rôle s'inférait de son assistance, consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente et à promouvoir celle-ci. Alors, vous avez reconnu, on retrouve ici les indications de la jurisprudence eBay, mais il est remarquable dans cette décision que le rôle actif a été jugé et établi sur la base d'indices qui me paraissent très faibles, en tout cas qui n'établissaient pas de manière évidente que l'exploitant de la plateforme était en mesure d'avoir une connaissance ou un contrôle des contenus litigieux. L'un des indices était que la plateforme sécurisait la transaction s'agissant de la vente de billets de matchs de football de l'équipe de France qui se faisait sans l'autorisation de la FFF qui est nécessaire pour la vente de tels billets. Alors, plus nettement encore, des juridictions du fond, ce sont des juridictions du fond, mais ne les négligeons pas, même si un arrêt de la Cour de cassation est attendu en la matière, ont caractérisé le rôle actif s'agissant de plateformes de location saisonnière, Airbnb et Abritel, dans deux décisions, au regard du pouvoir de contrôle qu'elles exercent en fait, en se donnant un droit de regard et un droit de retrait des contenus qui ne respectent pas leurs conditions générales ou plus largement qui ne sont pas conformes à leur politique. La Cour d'appel de Paris en a déduit dans un arrêt qui avait été rendu en début d'année, le 3 janvier 2023, à propos de la plateforme Airbnb, qui lui incombe, en qualité d'éditeur, donc elle n'est plus hébergeur, de s'assurer du caractère licite des annonces publiées sur son site. Alors, même si, comme les juges l'ont relevé dans l'autre affaire concernant la plateforme Abritel, la plateforme ne garantit pas l'authenticité, l'exactitude et la fiabilité des informations contenues dans les annonces, c'est bien une obligation de vigilance renforcée qui est ainsi mise à la charge des opérateurs numériques et qui justifie d'engager leur responsabilité dans l'affaire Airbnb en cas de sous-location illicite par son intermédiaire, faute d'avoir vérifié que le locataire disposait de l'autorisation du propriétaire pour proposer son bien à la location saisonnière, et dans l'autre cas, l'affaire Abritel, pour avoir permis la publication d'annonces frauduleuses, fictives, sans avoir alerté les utilisateurs sur le risque de piratage des contenus. Deux observations. La première est que si le rôle actif fonde une obligation de vigilance renforcée, parce qu'il est de nature à conférer à l'opérateur la connaissance ou le contrôle des informations diffusées. Ce rôle s'infère lui-même, en ce qui concerne en tout cas les plateformes de location saisonnière, d'une vigilance volontaire sous la forme d'un pouvoir de contrôle. La plateforme Airbnb s'autorisait même, relevait la Cour d'appel, à procéder à des vérifications aléatoires de l'identité de ses hôtes.
Ces plateformes sont donc en quelque sorte rendues responsables de leur propre vigilance pour justifier d'en assumer une obligation plus générale. C'est là la seconde observation qui porte sur l'amplitude de cette obligation renforcée. Si la plateforme doit certainement vérifier, contrôler la licéité des annonces publiées sur son site, il est, à mes yeux, plus discutable qu'elle soit astreinte à une obligation générale de rechercher des faits ou circonstances révélant des activités illicites, jusque s'ingérer dans les relations contractuelles entre l'annonceur et le propriétaire bailleur pour vérifier si le locataire qui a mis le bien en location sur Airbnb a été autorisé par le propriétaire à le faire. Même renforcer l'obligation de vigilance ne doit pas tourner, mais c'est une opinion personnelle, à des mesures d'investigation et doit demeurer, pour reprendre les termes du règlement européen que j'évoquais tout à l'heure, du 29 avril 2021 sur la lutte contre les contenus à caractère terroriste, raisonnable et proportionnée. C'est d'ailleurs ainsi qu'elle est conçue par des textes spécifiques qui, en marge de l'obligation générale, instaurent des obligations spéciales dans des situations particulières qui nécessitent un durcissement des obligations des diligences mises à la charge des plateformes. Voyons ces obligations spéciales. La démarche de la compliance porte à graduer et à calibrer l'obligation de vigilance en fonction de la nature, de l'importance du risque auquel expose le fonctionnement des opérateurs numériques. L'intensification de la vigilance est alors corrélée à des obligations spéciales qui sont rendues plus contraignantes, soit en raison de l'importance de l'opérateur numérique, soit en raison de l'âge de l'utilisateur, soit encore en raison du type de contenu diffusé. En raison de l'importance de l'opérateur numérique, on retrouve ici l'idée de la puissance. Sont ciblés ici ce que l'on appelle dans le DSA, ce que le DSA dénomme les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, dont il est exigé une proactivité plus importante dans la gestion des risques. Ces opérateurs numériques XXL sont déterminés selon un critère matériel, avoir un nombre mensuel moyen de destinataires actifs dans l'Union égal ou supérieur à 45 millions tout de même, et un critère formel être désigné comme tel par une décision de la Commission européenne. Étant à l'origine de risques systémiques, il aurait fait obligation de procéder à l'évaluation de ces risques étant liés à la conception, au fonctionnement de leurs services et des systèmes connexes, et notamment des systèmes algorithmiques. Quant à la palette des risques à examiner, elle est très large. Ce sont les risques liés à la diffusion de contenus illicites que la taille des plateformes est de nature à amplifier, les risques tenant à l'incidence de la conception du service sur les droits fondamentaux qui sont listés ici plus précisément ensuite par le DSA, les risques également liés à des manipulations intentionnelles et leurs effets sur le discours civique, sur les processus électoraux, sur la sécurité publique, les risques en matière de violences sexistes, de protection de la santé publique et des mineurs. Au su de ces risques systémiques spécifiques ainsi recensés, les très grandes plateformes doivent mettre en place des mesures d'atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces, dit le règlement, qui en donne un aperçu non exhaustif, en évoquant notamment des mesures d'adaptation des processus de modération des contenus ou des systèmes algorithmiques. Sans leur laisser le choix, le DSA leur impose en outre l'adoption de certaines mesures pour renforcer la transparence, notamment en ce qui concerne la publicité en ligne. Et dans un subtil crescendo, l'obligation de vigilance est plus énergique et rendue moins flexible en fonction, mais c'est quelque chose qu'on a déjà entendu ce matin, en fonction des objectifs assignés aux actions qui la réalisent. Ce raidissement est également sensible lorsque l'obligation de vigilance est justifiée par l'âge de l'utilisateur, mais vu le temps, je couperai ce passage-là pour... Pardon ? Voilà, donc je sais, c'est pour ça que je me permets de couper ce passage de mon propos pour arriver aux obligations spéciales de vigilance en raison du type de contenu pour terminer.
Je l'ai dit, le Digital Services Act a une portée générale et cible tous les contenus illicites largement définis, mais certains types de contenus justifient une obligation spéciale de vigilance qui est alors rendue plus exigeante pour les opérateurs numériques. Ce durcissement est lié tantôt à une protection renforcée de certains droits privatifs, tantôt au caractère particulièrement répréhensible des contenus diffusés. Dans le premier cas, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, je vais passer rapidement, c'est celui qui est traité par la directive du 17 avril 2019, qui a été transposée par une ordonnance du 12 mai 2021 en droit français sur les obligations qui pèsent sur les services de partage de contenu. C'est une obligation de vigilance renforcée par rapport à ce qui est prévu par le DSA qui leur incombe, lequel DSA prévoit d'ailleurs que les textes issus de la directive et les textes nationaux qui en sont issus subsistent en dépit de l'adoption du règlement. Le DSA laisse également subsister d'autres textes qui instaurent des obligations spéciales de vigilance pour stimuler la lutte contre la diffusion de contenus particulièrement répréhensibles. Sont concernés ici les contenus à caractère terroriste, auxquels sont consacrés un règlement, je l'ai déjà évoqué, du 29 avril 2021. Le texte impose ici aux opérateurs de prendre des mesures spécifiques dont le choix relève de la décision de la plateforme, mais c'est un choix qui est ici beaucoup plus guidé, beaucoup plus encadré. Autres contenus qui font l'objet d'une attention particulière, ce sont les contenus pédopornographiques qui ont également justifié un rehaussement de l'obligation de vigilance par un règlement provisoire du 14 juillet 2021, auquel devrait succéder un autre règlement dont la proposition est en cours de discussion actuellement, proposition de règlement qui détaille de nouveaux outils pour lutter contre la diffusion d'images et de vidéos pornographiques. La principale mesure, je le signale, consiste à obliger les grandes plateformes à scanner de manière préventive les contenus échangés avec leurs services à l'aide d'outils automatisés pour y détecter d'éventuelles images pédopornographiques et les signaler aux autorités. Ce dispositif s'appliquerait au conditionnel, car c'est le point qui est le plus discuté, à des messageries comme WhatsApp ou Google Message. Le législateur français, de son côté, n'est pas en reste. Mais là, je ne l'ai pas évoqué sur les mineurs, puisque sachez qu'il a adopté une loi le 7 juillet dernier, fixant un âge de la majorité numérique à 15 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il privilégie, lui, une démarche qui est beaucoup plus directive, en renforçant les pouvoirs de l'Arcom et en canalisant l'obligation de vigilance par des obligations de diligence contraintes. Et j'en voudrais pour preuve un exemple, donc je ne prendrai pas dans la loi du 7 juillet 2023, mais dans un projet de loi qui est actuellement en discussion devant le Parlement et qui, projet de loi visant à sécuriser et à renforcer, à réguler, l'espace numérique, et qui entend redonner la main aux autorités, et en particulier à l'Arcom, pour lutter contre la diffusion de contenus pédopornographiques ou de contenus pornographiques accessibles aux mineurs. La méthode témoigne alors d'un raidissement par rapport à la démarche en termes de compliance qui est voulue par le législateur européen. Faut-il y voir un aveu d'insuffisance de l'obligation de vigilance laissée par nature à la main des opérateurs numériques, ou plus nettement un désaveu de celle-ci, point d'interrogation. Le gouvernement français a en tout cas été mis en garde mi-août dernier, le 14 août 2023, par le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, contre le risque précisément d'adopter des dispositions plus strictes et, le cas échéant, non conformes avec le Digital Services Act, à trop contraindre la vigilance, on risque de perdre l'esprit de la compliance.